François Emmanuel, je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de la publication d'un très grand roman, d'un grand livre, d'un livre important dans votre bibliographie, mais je pense qu'il a dû être important aussi dans votre travail d'écrivain. Le titre, en réalité, est un titre qui pourrait définir tout ce qu'est l'écriture, c'est raconter la nuit. Le titre dit tout ce qu'est le livre, mais aussi il dit, je pense, tout ce qu'est votre démarche d'écriture, votre démarche d'écrivain, et peut-être on pourrait la rattacher, mais nous n'allons pas le faire ici maintenant, au travail de psychanalyse, qui est aussi finalement une manière, cette fois-ci, de faire raconter la nuit aux patients que vous recevez. Alors, première proposition, si vous voulez, c'est de faire une espèce de masterclass autour de l'écriture de ce livre. Et ma première question sera, comment est venu ce titre? Est-ce qu'il s'est imposé d'emblée ou est-ce que c'est après avoir travaillé le roman que le titre est venu? Et question subsidiaire, et après je vous laisse la parole, les dates annoncées à la fin du livre comme étant la période d'écriture vont de 2017 à 2021. Comment s'organise sur une période de 4 ans l'écriture d'un roman? Oui. Le premier titre de ce livre, c'était Jelena. Jelena, Le nom et d'un des puis personnages. le nom du personnage, parce qu'elle est vraiment centrale dans ce roman. Et puis, j'ai mis Raconter la nuit comme sous-titre pendant tout un temps, parce que raconter la nuit en soi, je trouve c'est très beau. C'est vrai que écrire, c'est au fond tenter de raconter la nuit. Et souvent, je pense que le roman a beaucoup à voir avec le rêve. Le rêve, qui est une manière de revisiter parfois le réel de la journée qui a précédé, mais aussi notre réel intime, profond, sur le mode d'une sorte de fiction un peu étrange. Et je trouve que le roman revisite, au fond, revisite ma propre ma propre quête personnelle sur le mode de la fiction. Raconter la nuit, c'est tenter, tenter de raconter ce qui est difficile à dire, ce qui est en dessous du visible. En l'occurrence ici, c'est très particulier parce que le personnage de Jelena, dont on aura l'occasion de parler, hein, demande au narrateur à un certain moment de raconter sa nuit. Euh, et sa nuit, le, c'est au fond un espace qui est comme le territoire du trauma, on appelle ça le territoire du trauma. C'est un espace où elle est allée, dont elle ne revient pas, dont elle n'arrive pas à revenir. Et elle va demander au narrateur de pouvoir l'aider à, au fond, faire du récit, constituer du récit, écrire quelque chose sur ce qui s'est passé. Elle va lui proposer d'aller sur le lieu même du moment traumatique, du très long moment traumatique. C'est le troisième chapitre qui s'appelle La vallée. Et tout, tout le livre est cette tentative de raconter ce que Géna veut faire raconter au narrateur, dont elle ne trouve pas les mots, mais dont elle se sert au fond de lui comme pour l'accompagner là. Est-ce qu'on pourrait, excusez-moi, pour ceux qui n'ont pas lu le livre et qui ne connaissent pas la Oui, oui. narration, peut-être préciser qui sont les personnages, notamment le narrateur Pierre, qui est donc un critique d'art et qui retrouve un amour de jeunesse qui est Jelena, une vingtaine d'années après un premier séjour qu'il a fait chez elle en Bretagne. Et Jelena a une sœur, Vera, et elles sont toutes les deux à accueillir Pierre, le narrateur qui est cet écrivain et ce critique d'art, pour tenter avec lui de lui faire écrire pour l'une une sorte de monographie de l'œuvre de leur père, qui est un écrivain serbe. On reviendra après à la vallée et à la zone du trauma. Un peintre serbe.
Un peintre serbe, C'est pas absolument. un écrivain, oui, Ah oui. pardon, 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 Euh, un euh, peintre serbe. Et Jelena, l'autre jumelle, sont deux oui, jumelles, Vera et Jelena. Jelena était le grand amour du narrateur. Il se retrouve 20 ans après, l'amour se renoue, mais l'amour conditionné aussi avec une espèce de quête de ce qu'est l'origine de cette folie, de ce dédoublement psychologique, de ce trauma qu'a vécu Jelena. Donc, voilà, pour situer les trois des personnages. On reviendra après aux autres. Vous voulez que je reprenne la situation, peut-être à partir de la situation inaugurale. Hein. Donc, le narrateur critique d'art est invité dans une maison en Bretagne, près de Brest. Il est invité par une sœur jumelle. Cette maison est habitée par deux sœurs. Elles ont un père, peintre, qui est mort 6 ans auparavant. Euh, et quand il arrive, et il est invité dans cette maison par Vera, lui dit-elle, parce qu'elle est dans cet héritage du père dont elle ne sait que faire. Et il est critique d'art, peut-être, il va l'aider à faire un inventaire, à peut-être solder une forme d'héritage et lui permettre, au fond, de passer outre à ce difficile, oui, cette difficile mémoire du père. Il arrive dans cette maison et il y arrive assez troublé parce qu'il a connu Jelena dans le temps, mais 20 ans auparavant, et c'est une sorte de flamme de jeunesse, un premier amour. Et dans le contact avec Vera, qui l'invite dans cette maison, il n'est pas parlé de Jelena d'abord. Or, lui, il ne pense qu'à ça, évidemment. Et la première partie du livre, c'est Vera, le rapport entre le narrateur et Vera, qui va d'une certaine façon, l'introduire à l'œuvre du père, alors que Jelena est présente dans la maison, mais presque comme une ombre. Comme, il sent sa présence, il la devine, et puis à un moment donné, il y a la rencontre avec Jelena qui a l'air d'être un peu hors d'elle, pas à sa place. Elle a l'air d'être dans un temps arrêté, elle a l'air d'être un peu dans une sorte de nuit. Elle rôde dans la maison. Ce qui est particulier dans les tableaux et dans la peinture du père, et c'est ce qui frappe le narrateur au tout début, c'est qu'il y a partout dans la maison des, euh, des peintures avec les deux sœurs jumelles immortalisées à 8 ou 10 ans, l'une et l'autre. Euh, Chaque fois dans un environnement un peu différent. Et le narrateur arrivant dans cette maison va peu à peu se demander si au fond Vera ne l'invite pas dans la maison pour parler du père, ou si elle souhaite qu'un contact se noue avec Jelena. Et un contact va finir par se nouer avec Jelena. Et cette première partie, est-ce qu'on peut dire qu'elle construit en quelque sorte chez le lecteur, mais chez le narrateur auquel le lecteur s'associe très vite, contribue à créer un début d'énigme dont il faudra dévoiler petit à petit quelles sont les raisons d'être de l'aspect fantomatique de Jelena, de l'insistance de Vera à aller explorer ce qu'a été le père et ce qu'a été son engagement à lui, ce père serbe dont on découvrira par la suite qu'il s'est placé pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine du côté des Serbes et non pas du côté de la liberté, de la démocratie, pourrait-on dire. Dans le fond, le roman, et c'est peut-être là aussi raconter la nuit, dès l'emblée du roman, on entre dans une tentative de dévoilement d'une énigme qui nous conduit vers Jelena, mais qui nous conduit aussi vers tout l'environnement dans lequel elle a vécu son trauma. Oui, oui, ce dispositif de départ, pour moi, quand je suis arrivé dans ce début de livre, j'ai trouvé ça magnifique parce que du côté du père, on est presque
en amont, en amont de la quête de Jelena, et puis du côté de Jelena, on est peut-être en aval. Donc il y a deux lignes narratives qui vont à un moment donné s'ouvrir. Euh, oui. Alors votre question. La question, c'est, en fait, c'est plus sur le comment. Comment vous est venu d'abord la création de ce personnage, de créer comme personnage un narrateur qui soit aussi un écrivain et donc qui finalement s'interroge sur comment écrire. Et puis comment avez-vous choisi, à quel moment est venue cette idée de créer des jumelles, de créer la gémellité que l'on retrouve dans différentes étapes du roman. Oui, alors ça, c'est assez difficile parce que vous savez, ce sont ces motifs qui sont en nous. Le motif de la gémellité, je l'ai déjà Absolument. travaillé dans un livre mais il y a une vingtaine d'années qui s'appelait La chambre voisine. Euh, c'est un motif qui me parle particulièrement. Deux femmes, ça me touche particulièrement. C'est J'ai envie de dire, comment ça m'est venu? Donc il me semble que la situation inaugurale m'est arrivée, et puis j'étais tenu de la déployer, de l'ouvrir. Et personnellement, moi, je suis quelqu'un qui est du côté d'être traversé. J'essaye d'être traversé par le roman. J'essaye que le roman construise lui-même, au fond, sa propre structure. Donc je ne sais pas tout à fait où je vais au départ. Je Pourtant, j'ai posé les choses, je pense, d'entrée de jeu, très inconsciemment, je les ai posées, mais je ne sais pas tout à fait comment, le roman peut avancer. Il va le faire par par assauts successifs, parce que je travaille un temps, puis je tâtonne, je cherche, je reviens en arrière, je retravaille, j'essaie de travailler, on veut dire, à même le processus aussi. Et par exemple, et ça, c'est en deuxième lecture du livre, mais je trouve que c'est très important. Le livre commence par cette phrase, et sans doute l'histoire tiendrait au seul regard de Jelena, posé sur moi comme une indignation. Ça commence par le regard de Jelena et ça se termine par le regard de Jelena. Donc le regard de Jelena est tout à fait au cœur du livre. Et on pourrait dire la question d'être prise dans le regard pour Jelena. Elle est prise dans le regard. C'est beaucoup en dire déjà, hein. C'est beaucoup en dire et c'est déjà d'effleurer au fond presque une seconde lecture du roman. Mais c'est vous dire que quand même, quand on est au travail sur un livre, on est, on est travaillé probablement en grande partie à son insu, donc en grande partie inconsciemment par une sorte de propos. Et pour moi, le propos, il est là. Dans le regard de Jelena, mais peut-être qu'il faudrait. Non, c'est difficile de parler d'un livre sans en dévoiler une partie de la narration, même si le livre existe par ailleurs, il existe par l'écriture, il existe par la manière dont on s'approprie en tant que lecteur les personnages, leur physionomie, leurs drames intimes. Si on revient vers la structure gémellaire, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'elle se retrouve en deuxième lecture, peut-être la lecture inconsciente cette fois-ci, en parallèle avec l'écriture inconsciente, dans plusieurs formulations. Par exemple, pour le peintre, il a plusieurs périodes, il a plusieurs manières, dont deux sont principales. Une avant les épisodes de la guerre de Bosnie-Herzégovine et l'autre après. Pour Jelena, peut-être peut-on dire qu'elle est photographe. Au début, elle est photographe de guerre, journaliste, et puis il y a une sorte de cassure qui se fait. Elle ne peut plus photographier comme un photographe de guerre ou un reporter, elle doit photographier pour justement apporter son regard. Il y a aussi le fait que ça se passe en partie pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire après que le monde bipolaire ait cessé d'exister. Et il me semble qu'en tirant sur le fil
peut-être un peu artificiellement, de la gémellité, on trouve une sorte de fondement de votre manière d'entrer dans le récit qui vient à vous. Oui, oui, mais merci hein, d'essayer de donner des petites balises aux gens qui nous regardent. C'est vrai qu'on, j'ai parfois tendance à partir un peu loin. Oui, je vais revenir un tout petit peu à la situation de départ. Le narrateur est dans cette maison. Il est invité par Vera à regarder l'œuvre du père. C'est une œuvre composite. Il y a en effet plusieurs parties, plusieurs saisons, plusieurs manières. À un moment donné, il veut casser sa manière. Une manière qui est assez, on va dire, illustrative au début, même quand il peignait ces deux petites filles. Ça reste quand même une peinture assez figurative, et puis une manière qui cherche à être cassée par une forme de travail de l'éblouissement, une abstraction hantée par l'éblouissement, on va dire. Et puis, malheureusement, toute une dérive pour lui du côté du nationalisme serbe dans les années 80, on va dire 80-90, et puis un retour à une manière, on va dire, de lyrisme paysager. Dans la dernière manière, il peint la mer, en fait. Il ne cesse de peindre la mer. C'est légèrement figuratif, mais la ligne est tremblée grâce à une forme qu'on peut appeler un lyrisme. Voilà, ça c'est le père. Bien, ça c'est la vision du père. Bon, le père est habité par une dualité très forte, très très forte. D'un côté, il a une part de lui qui est une part un peu sainte, on va dire, dans la clarté, et il y a une part de lui qui est très sombre. Voilà. Il est habité, on va dire, et c'est Sévéra qui dit ça, il est habité par le deux. Le deux est pour lui problématique. S'il y a deux, il y en a un qui est bon, l'autre qui est mauvais. Donc s'il a deux petites filles, il y en a une qui est bonne, l'autre qui est mauvaise. Et très vite, Géna va s'avérer être celle qui est plutôt la plus compliquée des deux, la mauvaise, alors que Vera, c'est plutôt la bonne. Ça, c'est du côté du père. Puis vient la rencontre du narrateur avec Géléna. Ils se sont connus, ils se rencontrent. Ça va mettre un certain temps avant que le lien puisse se constituer dans une forme d'apaisement, parce que d'abord ils se regardent, ils se sont connus, mais ils ont du mal à retrouver ce contact. Manifestement, le fait que le narrateur vient dans cette maison produit chez Géléna un certain nombre de changements d'être. Et il y a 2, 3, 4 reprises, pendant qu'il est là, alors que Vera lui demande de rester, Géléna a des espèces d'absences très curieuses où elle part, elle fugue, et même il saisit une conversation entre les deux sœurs où Vera lui dit à plusieurs reprises, mais tu n'es pas Slava Tchevkovitch. Donc, Géléna est régulièrement prise comme possédée par un autre personnage. Dans la deuxième partie, ça c'est la première partie qui est La partie qui se déroule en Bretagne, aussi dans un paysage très pictural. Et la deuxième partie, c'est le voyage vers Pas encore. La deuxième partie, c'est encore en Bretagne, c'est les statues. Oui. Et c'est la rencontre plus approfondie du narrateur avec Géléna. Et c'est là qu'elle va lui dire, qu'il va comprendre, hein, qu'elle essaye de se débattre avec une sorte de personnage qui est en elle, dont elle doit faire le deuil, qui est en effet Slava.
Et il va comprendre que elle attend de lui elle attend de lui quelque chose, qu'il fasse récit sur ce qui s'est passé pour elle. Voilà. Ça met beaucoup de temps et je dois avouer que dans l'écriture, j'ai beaucoup travaillé une certaine archéologie, une couche, une autre couche, sans perdre évidemment le lecteur. Le secret, ou ce que vous appelez l'énigme, elle n'est pas donnée. La réponse n'est pas donnée. C'est progressif. C'est d'abord une réponse sur le côté, et puis voilà, ça avance, ça avance, ça avance, pour arriver à troisième, euh, cette troisième partie, ce troisième grand chapitre qui s'appelle La Vallée et qui est le voyage du narrateur et de Jelena à Sarajevo. Sarajevo sous la neige en décembre 2003, puisqu'on est en 2003, on est 10 ans après le début, enfin le presque début de la Yougoslavie. Alors, ce qu'il faut peut-être dire à nouveau sans trop dévoiler, c'est que ce personnage de Slava qui survient dans la deuxième partie donc du récit que l'on évoque, que l'on sent être un être qui a eu une importance énorme pour Jelena au point de la hanter. Le lecteur ne se rendra compte que dans la troisième partie, lors de ce voyage que Jelena va demander à Pierre, le narrateur, d'entreprendre avec elle pour aller sur les lieux où se trouvera révélée la raison de cet égarement de Jelena. Et puis là, on entre dans quelque chose qui est une manière bouleversante de raconter une autre forme de nuit qui est la guerre, qui est le siège de Sarajevo, dont on a tous vu, connu des images à la télévision, qui d'ailleurs, il y a un écran de télévision dans la maison de Bretagne qui passe des images de la guerre du Golfe, en même temps que l'on évoque la guerre de la guerre de Bosnie-Herzégovine, et en particulier le siège de Sarajevo, que vous racontez avec une force poignante que seul finalement la littérature, l'écriture littéraire et le roman peut rendre compte. J'ai eu le sentiment de comprendre en lisant cette troisième partie-là et les différents épisodes de ce qui arrive à Slava. J'ai eu l'impression de comprendre ce que ne me disaient pas les images que j'en ai vues. Est-ce que ce serait ça une fonction du roman et de votre travail sur cet aspect-là? Et c'est évidemment extrêmement difficile d'utiliser un théâtre de guerre, un siège qui a réellement existé il y a maintenant 30 ans. C'est très très difficile, c'est très difficile. Je n'ai pas été témoin, je n'ai pas été journaliste sur place. Je l'aborde donc par la petite porte ou la porte étroite du roman. Porte étroite du roman. Je l'aborde par Jelena et par le narrateur, qui n'a bien sûr jamais été à Sarajevo, et qui a les yeux rivés sur Jelena. Et Jelena qui est dans ce rapport, parce que ça a l'air simple comme vous le racontez, mais elle est dans un... C'est plus compliqué que ça pour elle. Hein. Revenir sur les lieux, c'est difficile de revenir sur les lieux, ça la... elle est dans un rapport, on va dire, très ambivalent. Elle a envie, on sent qu'il y a quelque chose qui pousse pour qu'elle y aille, et en même temps, elle ne veut pas voir. Elle est dans ce rapport 1, 2, 1, 2, sans cesse. Et c'est comme ça que je suis rentré dans Sarajevo. Bon, bien sûr, je me suis beaucoup documenté. C'est un Sarajevo un peu particulier. C'est 10 ans plus tard, c'est un Sarajevo qui est complètement écrasé par la neige. C'est une ville presque mythologique qui va exister. Alors, le siège va exister à travers 3 récits. Le récit de 3 femmes, parce qu'évidemment, Jelena ne peut presque rien en dire. Le récit de 3 femmes, une femme qui parle anglais, un mauvais anglais, le narrateur le parle aussi,
qui parle français, et même assez bien français, avec des petites inexactitudes, et enfin une troisième qui, qui ne parle que serbe, mais qui va s'exprimer très peu par des gestes. Voilà. Et c'est ça la plongée dans la vallée. Euh, alors, à travers ces trois récits, on va peut-être s'approcher un peu plus de la, on pourrait dire, de la quête et du drame de Jaina, de ce qu'elle a touché là, on pourrait dire d'innommable, de ce qui est irreprésentable pour elle, de ce qui l'a fait tout à fait perdre la raison. Euh, on va s'en approcher avec le fait que on n'en saura jamais tout à fait le fin mot, mais le narrateur va se risquer lui-même à tenter de donner une explication. Et ça, tout ça a à voir, en effet, avec la question de la photographie. Et c'est là qu'on retrouve la question du regard que j'évoquais en tout début de livre. Jelena était photographe. Étrange destin ou étrange choix que de choisir la photographie, alors qu'elle était particulièrement piégée dans le regard de son père. Et voilà, un jour, il l'avait peinte avec une boîte noire et elle s'est fait photographe. Elle a rompu tout lien avec le père, mais elle s'est fait photographe. Photographe au départ de Friche, et puis elle est allée à Sarajevo. Il faut dire que le père était dans une aventure personnelle, on va dire, un petit peu nationaliste serbe, et c'est évidemment en opposition au père qu'elle est allée là. Sarajevo, il faut dire, c'est le lieu même de la scission presque schizophrénique des choses pendant surtout 92, 93, dans cet endroit, ce petit endroit de l'Europe, il y avait un carnage en permanence, des obus qui tombaient n'importe où, euh, une communauté qui voulait défendre des valeurs de multi-ethnicité, enfin des valeurs dites démocratiques, oui, et une sorte de barbarie organisée tout autour qui canardait. Mais là où je trouve que c'était un endroit au fond de scission presque schizophrénique, c'est que tout ça était sous le regard du monde, le regard des journalistes, avec les photos, les films, les vidéos, et le regard des UN, l'UNPROFOR, les casques bleus, qui comptaient généralement les coups, qui défendaient leur propre position, mais qui n'avaient mandat pour faire rien d'autre, sinon des conférences de presse journalières où ils comptaient les morts et ils mettaient souvent en question l'origine des tirs. C'est sûr que il y avait parfois doute, mais en général, c'était assez clair. Il y avait un agresseur, très évidemment, et une population agressée. Donc, c'est le lieu même où il y a la, la notion où la notion de faire des images est troublante. Vous voyez, et c'est là où Jelena, ayant noué un lien dont on ignore un peu, on ne saura jamais quel type de lien elle a noué avec Slava, mais on se doute d'un certain nombre de choses. C'est là où Jelena, à un moment donné, décide d'arrêter. Elle fait une photo, et puis une photo terrible, la photo d'un carnage, et puis elle décide d'arrêter définitivement de photographier. Je ne vais pas aller plus loin dans l'explication parce que sinon j'aurais le sentiment de vraiment déflorer le livre. Mais manifestement, c'est là que prend source le trauma. Probablement dans ce moment, cette fraction de seconde entre voir et photographier, et décider de photographier. Vous savez, à Sarajevo, il y avait les photographes avaient souvent mauvaise presse et étaient souvent vécus comme des vautours. Un certain, dit-on,
se postait au pied d'un pont pour essayer éventuellement d'attendre le moment où un homme est touché. Donc Sarajevo est à cet égard-là tout à fait emblématique, on va dire, à la fois de notre présence impuissante à nous, communauté internationale, et de cette espèce de terrible scission entre, au fond, ceux qui oui, vivre un drame et être reconnu, filmé, photographié, mais sans qu'on puisse apporter la moindre aide à ces personnes assiégées et sans qu'on puisse, à un certain moment, euh, arrêter cette incroyable barbarie. Il a fallu deux énormes massacres pour qu'à un moment donné, euh, l'OTAN décide de faire d'abord reculer les positions serbes et puis, à un certain moment, décide de, de bombarder purement et simplement des positions serbes. Et alors, heureusement, tout a bougé. Vous avez choisi d'ancrer cette partie de l'histoire. Et à nouveau, je ne veux pas déflorer l'histoire, mais il faut pouvoir s'appuyer sur ce qui est raconté pour aborder la manière dont vous le racontez. Vous avez choisi de placer vos personnages dans un lieu historique, un événement historique qui s'est déroulé, qui s'est passé. Est-ce qu'on aurait pu imaginer, et est-ce que c'est une idée qui vous a traversé l'esprit, de placer ce siège, cet affrontement, ce conflit, la photographe de guerre qui se trouve sur un théâtre de guerre, dans un théâtre de guerre qui n'aurait été purement imaginaire, comme Julien Gracq ou comme Camus avec La Peste? Finalement, la ville assiégée n'est pas nécessairement Oran, elle peut être une ville symbolique. Et j'ai eu le sentiment que, en lisant ce que vous écrivez sur le siège de Sarajevo, de me trouver à la limite en dehors de Sarajevo et dans un lieu qui est un archétype de cette violence-là. Oui, tout à fait, c'est une très très bonne question, hein. Question qui m'a souvent traversée. Parce que quand on manipule de la matière historique, il y a quelque chose d'un peu sacré. Le réel est un peu sacré. Quand j'ai vu beaucoup de témoignages, hein, de personnes qui étaient là à Sarajevo, et je me disais, mais pourquoi prends-je le risque de parler de cela? Et puis, vous savez, même quand j'ai écrit La question humaine, j'ai hésité à utiliser la véritable lettre technique et pourtant, à la fin, je l'ai fait. Donc, et donc, c'est vrai que j'ai choisi de le faire, en me documentant au mieux et en sachant très bien que, ouais, c'était une ville presque mythologisée, enfin, c'est comme vous dites archétypale, mais je c'est une ville au travers du regard du narrateur, au travers qui regarde lui-même Jelena. Hem, c'est c'est assez proche, on pourrait dire, et il y a d'ailleurs une image qu'il trahit à la fin de la vallée, à la fin, juste avant qu'elle n'aille, dans la montagne chez Warwinka, et quelque chose qui ressemble un peu à l'enfer, une vision mythologique de l'enfer, et c'est à cet égard, il il que on peut penser que, hem, le mythe qui traverse ce récit, c'est le mythe d'Orphée. Orphée descend, en fait, il descend avec, bon, ici, on pourrait dire que Jelena est morte à Sarajevo, vous voyez? Et il descend avec elle à Sarajevo pour en ressortir.
Il y a aussi une autre perception qu'on pourra avoir à nouveau, que je propose. Je propose des lectures euh, du livre à son auteur, ce qui est toujours une situation un peu paradoxale. Mais Pierre, le narrateur, tente finalement d'aller à la rencontre de ce qui a traumatisé Jelena. Il part en voyage avec elle à Sarajevo et c'est extrêmement difficile pour lui de reconstituer le puzzle de ce qui s'est passé et pour Jelena aussi, puisque ce sont les différents témoins qui finalement racontent ce qu'ils pensent, ce qu'elles pensent, parce que ce sont des femmes que Jelena a pu voir. Est-ce qu'on n'est pas là aussi devant une sorte de parabole ou de métaphore de l'Occident qui finalement a été face aux images de Sarajevo pendant les 3 ans du siège, avec la barbarie que ça a représenté, avec les civils. C'est un des conflits où le plus grand nombre de civils a été tué depuis la Deuxième Guerre mondiale, où les snipers ciblaient vraiment la population civile pour vraiment faire mal, sans qu'il n'y ait d'enjeu stratégique, si ce n'est psychologique. Est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de métaphore du fait que si Pierre ne parvient pas à vraiment voir ce que Jelena ne veut pas ou ne peut pas lui montrer, est-ce que ce n'est pas un peu nous, Occident, qui avons vu des images sans vraiment voir ce qu'il y avait derrière l'image de l'actualité que l'on voyait du siège de Sarajevo? Oui, alors, dans votre question, effectivement, ce qu'il y a derrière l'image. Et ça, c'est quand même quelque chose qui me travaille beaucoup. Combien l'image photographique, combien nous vivons dans l'image photographique ou dans l'image filmée, combien ça induit peut-être, en effet, une sorte d'aveuglement à ce qu'il y a en, voilà, ce qu'il y a en dessous. Parce que l'image, finalement, ne La dissimule pas. présence, l'image et la présence. Vous voyez, l'image, la présence. Il y a quelque chose là qui moi, me travaille beaucoup. Et je sais que je sais que ça survient dans plusieurs de mes livres. C'est quelque chose qui, moi, me parle beaucoup, ça. Euh, on est dans une société extraordinairement tournée vers l'image, hein, vers l'apparence, vers l'extérieur. On voit que les frontières de l'intime sont en train d'exploser. Et est-ce que la formulation, La maison intérieure, elle n'existe plus tant que ça maintenant, surtout avec cette ouverture aux réseaux sociaux, cette présence si forte de l'image. Oui, ça me travaille ce que vous me dites là. Oui, c'est juste. Enfin, ça me touche. et est-ce que la formulation par l'écriture de ce que nous dissimule finalement l'image, est-ce que ce n'est pas là l'exercice auquel le romancier, l'écrivain, l'inventeur Raconter la nuit, bien sûr. Faire récit. On essaye de faire récit. Depuis tout temps, les hommes ont essayé de faire récit, font récit. On est d'un récit à l'autre. On cherche d'un récit à l'autre. Au fond, un travail thérapeutique, c'est pas autre chose, hein, que de tenter de faire récit. Quelqu'un qui est confronté à la question du trauma, il se trouve devant un réel dont il ne parvient pas à se détacher, à se décoller. Il n'arrive pas à faire de récit. C'est dans une sorte de sidération. Il est stupéfié. Et donc, il faudra souvent tout un temps pour qu'il arrive de nouveau à refaire récit. Même si c'est des faux récits, même s'il il faut faire un récit sous un autre récit, mais c'est une manière, la manière que l'on a de, de tenter une maîtrise des choses. C'est difficile, mais c'est la manière que l'on a. On cherche cette manière-là. C'est la manière. Nous sommes des êtres éminemment des êtres de langage. Hein. Ça nous constitue notre présence au monde, notre regard par rapport au monde est constitué par le logos, le langage. Le langage qui est une sorte d'enveloppe de protection qui nous permet de recevoir le monde, le réel, mais quand on le reçoit, il y a quelque chose d'un peu perdu parce que ça passe par le langage.
Et, et dans le trauma, il y a une éruption, il y a une éruption du réel. Et à ce moment-là, on est souvent, enfin, la personne traumatisée est terriblement perdue. Est-ce que de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire du côté du lecteur, partant du postulat que l'écrivain a pu justement faire récit, formuler, même si Et, votre personnage dit à plusieurs reprises: «Je ne parviendrai pas à écrire» ou «L'écriture ne peut pas dire et, ce que je ressens». Est-ce que et, de l'autre côté du miroir, est-ce que la littérature peut avoir aussi pour fonction, une fois que le lecteur entre dans un texte qui a pu formuler le récit, de trouver là une forme peut-être de consolation ou d'abandon de la solitude dans laquelle il est face aux épreuves qu'il a traversées. oui, oui, tout à fait, mais tout à fait. Je pense que c'est même le rôle de la littérature, vraiment. C'est très noble, je trouve, si vous voulez, de tenter de faire récit. Mm. Euh, oui, du moins, c'est ce qu'on essaye de faire. Hein. C'est ce qu'on essaye de... ça a l'air étrange aujourd'hui de dire que le- la fiction, c'est quand même de l'ordre de la fiction, peut avoir un, un un dessin qui est quand même du côté de l'être, du côté de la vérité, même si c'est de mentir vrai. Et je pense que c'est, en tout cas, c'est ma voie à moi. C'est la voie que je poursuis. La Je- voix dans les deux orthographes du terme et- d'ailleurs. Bien sûr, oui, oui, parce qu'il y a, il y a, ça c'est très important, évidemment. Il y a la manière dont je déplie, Voilà. la manière dont musicalement j'ouvre, je, je lis, je délie. Bon, c'est très important pour moi aussi, la notion Que de. dans l'écriture et dans Oui, l'écriture et dans le style de la narration racontée la nuit, indépendamment de ce qui est raconté, il y a cette manière d'adapter chaque fois la phrase à la situation, je dirais, ou à la formulation du personnage. On a différents niveaux de formulation où il y a là une construction comme celle d'un peintre qui par petites touches finit, une fois qu'on a refermé le livre ou qu'on est en arrière du tableau, à voir l'ensemble. oui, tout à fait. Non, tout à fait. Tout à fait. Ça c'est mon travail. On pourrait dire c'est à coup de travail. En travaillant quoi, que je tente d'y arriver, en étant plongé vraiment dans ce qui se passe. Et c'est sûr que nous sommes aux prises avec la forme, Mmh, entre guillemets, et pas avec le contenu. Et c'est quelque chose absolument. de très intéressant et très important à dire. Nous sommes aux prises, l'écrivain est aux prises avec la forme, c'est-à-dire il est aux prises avec le comment écrire, beaucoup plus que quoi écrire. Oui, quoi écrire, oui, mais comment l'écrire? Voyez? C'est pour ça que même si on dévoilait le fil narratif du livre, je pense que de toute façon, le lecteur à venir du livre va entrer dans un autre univers qui est un univers formel, qui est le vôtre. Oui, oui, formel au sens, quand je dis la forme, c'est pas nécessairement formalisme, hein, Le c'est la forme, style, c'est le corps, si vous voulez, le corps du texte. Oui, bien sûr, donc à chacun d'y entrer comme et là j'ai été très, très attentif à ce que le lecteur puisse y entrer, être attiré toujours un peu plus loin et puis commencer à constituer peu à peu ouais, sa propre construction ou ouais, ce qu'il entrevoit de Helena. Heu, J'aimerais pour clôturer cet entretien, parce oui, qu'on arrive oui, au bout de l'entretien, revenir à la première question que j'ai commis l'erreur de poser en même temps qu'une deuxième question, donc fatalement, il n'y a pas été répondu. La durée annoncée de l'écriture du livre est de plusieurs années. Comment s'organise le travail de François Emmanuel oui, lorsqu'il oui. entreprend le livre, recherche la documentation, s'informe, ça se passe Oui. comment?
Et pour dire vrai, le tout premier chapitre, qui correspond peut-être aux 20 premières pages, je l'ai écrit en 2015, donc c'est encore antérieur, voyez-vous. Donc c'est manifestement tous ces univers romanesques, à un moment donné, ils sont lancés et puis ça avance et puis ça s'arrête, ça va plus. Ça va plus, le texte n'avance plus, probablement parce qu'il y a ouais, il y a des impedimenta, quels qu'ils soient, hein. Ça peut être moi, ça peut être voilà, ça peut être que j'ai pris une route qui était pas complètement juste, c'est pas complètement ouvert comme et alors souvent je laisse reposer puis je reviens, voilà. Et j'ai fait ça pour tous mes livres, tout, Mmh. et donc souvent le livre, je me dis: «Tiens, il est arrêté là», j'essaye de l'arrêter et de prendre suffisamment de notes pour que je puisse le retrouver facilement plus tard. Et puis je travaille éventuellement autre chose. Et puis alors ça travaille nuitamment, si j'ose dire. Ça finit. Quand je le relis plus tard, je ressens les lignes de force. C'est toujours. Alors, écoutez, ouais, c'est toujours être traversé par. C'est-à-dire que c'est pas maîtrisé, c'est le texte qui doit m'amener plus ou moins à ce que, oui, à une structure en quelque sorte. C'est le texte qui dit, parce que le texte, il vient, ah oui, c'est une sorte de, c'est mon propre, c'est très inconscient, hein, c'est mon propre inconscient qui à un moment donné euh, pose un certain nombre de choses. Alors, rentrer dans une maison, vous allez retrouver ça beaucoup dans mes livres. Dans Oui, mes oui, oui, oui. j'ai plusieurs livres où je commence par rentrer dans une maison. J'ai l'impression que le roman, c'est un peu comme une maison. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On y reviendra d'ailleurs, mais brièvement, parce que je voudrais évoquer Ouais, le livre. Mais ouais. avant cette toute dernière question, le sentiment aussi du lecteur, lorsque dans Raconter la nuit, on entre dans le roman, on suit petit à petit les différentes étapes de la progression du personnage central, on se rend compte que les personnages suivants viennent au fil du récit, qu'ils ne sont pas nécessairement annoncés anticipativement, mais ils surviennent tout d'un coup, notamment à Sarajevo, les différents témoins qui racontent Oui, ce qui est arrivé à Jelena et à Slava. oui, oui. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe aussi dans le processus de la construction du livre, ou est-ce que c'est prémédité et que vous savez qu'à tel moment tel personnage va survenir, ou est-ce que vous vous laissez surprendre par le personnage? Oui, oui, il y a une comme toujours, une demi-préméditation. On se dit: «Là, il devrait y avoir quelqu'un» et puis hop, à un moment donné, hop, ça prend corps. Bah, c'est toujours simple. Ça a été très difficile pour moi d'écrire sur Sarajevo, très, très difficile, pour toutes les raisons que je vous ai dites, Oui, hein, absolument. et il ne pouvait voilà, j'ai un aveu et ne veut pas y aller. Lui, il est dans un pays qu'il ne connaît pas, dans une langue qu'il ne parle pas, vous voyez? Oui, 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 Tous ces la éléments dimension de la viennent langue étrangère aussi, oui, hein. oui, oui, tous ces éléments viennent, heu, proposer une forme de diffraction, on va dire, c'est comme des écrans, des vitres plutôt, mais ça, c'était très important pour moi que je rende compte de ça. Très important, heu, par exemple, quand des moments de vérité, heu, surviennent au moment où Mileva, qui est le 2e témoin, hem, se tourne vers lui et lui parle en français Mmh. et lui disent en français, alors qu'il ne s'y attend pas du tout: «Vous savez ce qui a été vécu à Sarajevo? Personne ne peut le comprendre». Très important. Oui, c'est une réalité que personne ne pourra, finalement prendre en compte et comprendre et percevoir. Et percevoir. Même même ceux qui étaient sarajeviens, qui sont partis au début de la guerre, même. Alors François Emmanuel, Oui,
terminer cet entretien et évidemment recommander à tous ceux qui nous écoutent de se plonger dans le livre, parce que ce que nous en avons dit ne remplacera jamais le fait d'entrer dans votre langage, dans votre manière de dire les êtres, de dire les événements. Il y a un autre événement éditorial que j'aimerais brièvement évoquer avec vous, c'est l'édition toute récente aux archives du futur, cette collection patrimoniale et éditoriale sur la littérature belge, d'un recueil de textes et d'études dirigé par Christophe Meuret et consacré à tenter de cerner le monde de François Emmanuel. Alors, je ne vais pas vous demander de le commenter en détail, mais de vous demander simplement, est-ce qu'il s'agit là en quelque sorte d'une manière de proposer une nouvelle compréhension de son œuvre à l'auteur de cette œuvre? Oui, oui, oui. Mais j'ai écrit beaucoup de livres. Euh, Comme je suis très habité par la langue, je me suis même risqué dans le théâtre, j'essaie de proposer un théâtre de la langue. Enfin, je travaille la langue dans les spectacles, oui, dans les différentes pièces que j'ai écrites. J'en ai écrit 7. Donc, je suis quelqu'un qui est une œuvre qui est comme un archipel au fond, avec chaque fois des îles un peu différentes. Alors, il y en a qui sont reliées, hein. J'évoquais la chambre voisine qui, pour moi, est assez reliée à Raconter la nuit. Voilà, et donc c'était magnifique pour moi que Christophe Meuret vienne vers moi et me dise: «Mais si on essayait de faire un livre, on prendrait des extraits, on prendrait des espèces de thématiques qui traversent, ton travail et puis il y aurait un grand entretien et tu essayerais de parler de tout cela» et pour moi c'est une grâce, enfin, c'est magnifique de pouvoir avoir pu bénéficier de cela. Il y a des gens qui ont aussi écrit, qui ont été, Il y a Myriam Waté-Delmotte, il y a oui, François-Xavier oui, Lavenne, il y a oui, il y a des choses magnifiques qui sont écrites là et moi voilà, je suis très, très heureux, voilà. et je trouve que c'est une manière aussi pour ceux qui nous écoutent de peut-être connaître l'espace dans lequel Raconter la nuit se situe par rapport à une Oui, œuvre aussi, oui, de trouver les lignes de force oui, oui, bien qui se sûr, retrouvent. bien sûr, je pense que Raconter la nuit, bah oui, il reprend quand même un Mm. certain nombre de thèmes, voilà, qui sont les miens, hein. Mais oui, Rapport à la femme, rapport à la musique, enfin bon, beaucoup de oui. choses. Oui, 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 beaucoup de choses. Très bien. François-Emmanuel, je vous remercie pour cet entretien et donc je recommande à nouveau à toutes celles, tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, puisqu'on est en vidéo aussi, toutes affaires cessantes, de lire Raconter la nuit, qui paraît au Seuil, qui est votre maison d'édition de référence. Merci François-Emmanuel. Merci beaucoup.